Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mockery Times. On se retrouve pour la review du premier épisode de la nouvelle adaptation animée du manga Cat's Eye. Après la série live que nous avons fait l'année dernière avec Yota qui, vous le voyez, est présent avec moi, eh bien on va s'attaquer aux 12 épisodes que va être constituée cette saison 1 de la nouvelle adaptation du manga Cat's Eye de Tsukasa Ojo. Je n'ai pas besoin de le présenter, donc déjà on va le présenter surtout. Yota, bienvenue à toi. Oui, bonsoir à tous ou bonjour, c'est suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, ça dépend à quel moment j'aime. Merci de l'accueillir. Voilà, donc je rappelle, le maître des OST et qui produit un podcast sur les génériques, enfin la musique. C'est quoi ton slogan déjà? Je ne sais plus. C'est bien, c'est gentil. La musique des animés, ce n'est pas que pour les japonais. Voilà, il y a que lui qui peut mieux le dire que moi, qui bafouille, et je laisserai ça au montage. Donc voilà. Donc son podcast, et sinon il s'est lancé depuis peu, alors il en faisait déjà, mais sur sa propre chaîne Twitch, enfin Twitch, pour l'instant t'as pas vraiment commencé, Non. Mais tu vas proposer une émission qui s'appelle Chocopop, C'est ça. En quelques mots. On va faire la review de toute la pop culture avec des petits jeux au milieu, une sorte de Morning Attack version 2025. Voilà, alors Morning Attack évidemment ça ne parle pas à vous. Sans chroniqueur. Oui. Mais ça, voilà. Morning Attack, ça ne parle à personne, à ceux de ma communauté, parce qu'ils savent pas d'où je sors. Eux, ils savent que voilà, voilà. On va revoir les news de la semaine ou du mois. Voilà, on regardera pas des vidéos, mais on va discuter ensemble. Surtout, je ferai monter les gens pour qu'on discute de leur passion, etc. Donc voilà, je vous attends tous sur mon Twitch ou sur TikTok. Ou sur TikTok en plus. Donc, c'est parti, on va pouvoir donc chroniquer, réagir sur ce premier épisode. Ça a été long parce que annonce au mois de mars avec le fameux ending, parce qu'à l'époque on savait pas si ça allait être l'opening, la reprise par Ado de Cat's Eye avec des images de, je dirais pas de synthèse, mais voilà, qui représente un peu le café, de ce que je me souviens. L'hiver, on va dire. Voilà, et qu'on avait fait une réact d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur sur cette nouvelle adaptation. Et puis après, c'était le calme plat pendant au moins un bon petit moment. Et ça a commencé à décoller un peu pendant l'été, jusqu'au mois d'août. Et bim, voilà, bande annonce, où ça nous a montré la qualité de l'animation, à quoi allaient ressembler les personnages, et sur quoi on allait partir. Est-ce que c'était un remake de la première série animée de la Tokyo Movie Shinsha. Voilà. Ça fait très Canal+, hein. Shinsha. Donc la TMS, je dirais pas. Voilà, la TMS, première adaptation qui n'a pas à rougir face à celle qu'on va réagir. Et on va y aller tout de suite. Et toi, tu l'as regardé donc en VO à la base. Après, tu as regardé en VF. Oui. Moi, j'ai regardé. Français à nouveau. Je l'ai regardé qu'en VF. On peut dire juste avant de commencer, et pour vraiment enlever ça de la tête, c'est que le trailer que l'on a vu durant l'été, c'est des images qui proviennent de l'épisode 1 uniquement. Exactement. Voilà. Exactement. Parce qu'il fallait. Oh, quoique, on voyait. Ah, si, il y a eu un autre où on voit le rat. Ah bon? Et le rat, on le voit pas dans le premier épisode. Mais beaucoup d'images provenaient en réalité quand même. Parce qu'on a vu Asatani. Oui, c'est vrai. Et le rat. Qui ne sont pas dans ce premier épisode, mais qui viendront très prochainement. Toi, déjà, on va revenir sur la petite bande-annonce avant de revenir sur l'épisode. Tu étais sceptique. Moi, je l'avais pas exprimé, mais j'étais hype, comme on dit dans le langage des jeunes. Toi, tu étais sceptique, explique pourquoi. C'est toujours pareil, dans un trailer, on ne voit que des morceaux choisis, rapides, suivant le temps qu'ils nous accordent pour un trailer. Et là, à chaque fois, je dis bien quasiment à chaque fois, il y avait une problématique qui ressortait sur ce qu'on voyait à l'écran. C'était soit, c'est quasiment que ça d'ailleurs, un problème un petit peu d'animation, où vous voyez le personnage se déplacer un peu rapidement, de manière un peu comme ça, enfin voilà, pas net, pas avec une belle animation. Et puis les visages étaient mal faits, pas droits, enfin c'était pas de qualité entre guillemets pour moi. Et la problématique, c'est que ça a empiré juste après quand on a vu l'illustration qui a servi d'affiche entre guillemets pour la série, où là on voyait les caractères des personnages assez carrés. Et tu pouvais coller, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs les japonais, c'est qu'ils ont pris la même chose, ils l'ont mis sur un autre fond entre guillemets pour faire autre chose, mais c'était le même visage qui était collé. Il n'y a pas eu un vrai retravail de dessin sur les personnages, donc ça faisait ça plus ça plus ça. Tu veux dire qu'ils ont fait CTRL-C, CTRL-V
Pour moi, oui, sur le dessin, en tout cas, c'est sûr. En illustration, sur 2 personnages, peut-être 3, je sais plus, peut-être parce que c'est un petit moment, c'était vraiment du CTRL-C, CTRL-V, effectivement, copier-coller. Voilà, et puis après, l'illustration de fond, la nuit, tout ça, ou le café, c'était différent, bien entendu, mais la pose faisait qu'on reconnaissait tout de suite la même chose, voilà. Bon, après, est-ce qu'on pourrait dire, accumulation. Est-ce qu'on pourrait dire que, si je me trompe pas de peintre, c'était du Van Gogh dans certaines... Non, je pense que c'était pas du Van Gogh, c'était plutôt du Heinz, tu préfères. Okay. Voilà, petite référence. Voilà. Je parle pas du ketchup. Et donc toi, c'était sceptique, mais c'était pas de la mauvaise sceptique. Ouais. Attention, je suis voilà, pas sceptique à fond. Voilà, mais que t'attendais de voir le premier épisode pour confirmer si c'était bien du scepticisme que tu avais. Voilà. Scepticisme, c'est pas facile à dire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait lentement pour éviter de bafouiller. Mais je le réutiliserai pas dans la vidéo. J'emploie pas des mots compliqués, ça ne sert à rien, sinon on se perd très vite. Parce que tout est anticonstitutionnellement. Après, voilà, on va s'arrêter là. Et moi, j'ai partagé énormément pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook et puis aussi la chaîne YouTube. J'ai partagé énormément d'infos. On rappelle que le studio d'animation, c'est Liden Film qui est derrière. Et attention, ce n'est pas une production Disney. Disney n'est que diffuseur, parce que beaucoup de gens mélangent les informations. Parce que forcément, quand moi je faisais la news, je citais Disney+, parce que Liden Film, ça n'allait pas forcément parler au grand public. Donc, mais attention, ce n'est pas Disney derrière, ce n'est que diffuseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières minutes de cet épisode où justement on voit Toshio, alias Quentin, parce que regarde leur nom qu'ils ont eu dans la première série animée. J'ai hâte de savoir celui du rat, parce qu'il n'existait pas dans la première série animée. J'ai hâte, alors j'espère qu'ils vont pas nous sortir... c'est sûr, il va garder son nom japonais. Ah, ils vont pas nous sortir un petit Robert, un petit Jean... Non. Jean, je te dirais pourquoi après, parce que j'ai pris des notes, vous allez voir sur cet épisode. Est-ce qu'il ferait pas genre... alors, là, on reviendra... Est-ce qu'il serait pas capable de dire Arsène? Écoute, on verra. On verra. Voilà. Donc, les premières minutes de cet épisode, on voit le fameux piège qu'organise Quentin, Toshio pour choper les Cat's Eye. Donc, tu veux rajouter quelque chose sur ces premières minutes? Non, c'était bien enlevé. Ça reprend bien le Cat's Eye, puisque voilà, elle réussit et Toshio passe pour un... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, encore une fois, les Cats réussissent leur vol et Toshio, il râle parce qu'il n'a pas réussi à les arrêter. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et donc, il se rend après au café où il fait la fameuse réflexion. Vous pourrez choisir un autre nom. Et tu voulais rebondir aussi sur un dialogue que tu as vu en VO et en VF. Je me permets de le faire là maintenant sur ces fameux napolitains ou napolitanes. Oui. D'ailleurs, donc du coup... Comme je regardais la VF avant de faire cette émission, avec la VO sous-titrée, dans la VF, ils disent aussi, est-ce que tu peux me faire des spaghettis à la napolitane, ils disent d'ailleurs. Mais dans la VO, c'est napolitane. Napolitane. Enfin, c'est pas écrit pareil. Entre la prononciation française, excuse-moi, je vais pas le redire comme ça, mais la traduction française en VO et la manière dont elle est dite en VF, en doublé, voilà, c'est pas la même manière. Voilà. Par contre, je suis assez surpris qu'ils disent napolitane, parce que c'est quand même des spaghettis napolitaines. Alors, on dit pas napolitane pour le pays de la Napoli. Non, je blague. C'est la région napolitaine. C'est la région, c'est une région de l'Italie. Voilà. Donc, napolitane, je trouve ça un petit peu bizarre. Je peux me tromper, parce que je suis pas un expert de l'Italie, mais j'ai l'impression que c'est la traduction littérale du japonais, la prononciation la japonaise. Je veux dire que ça t'a pas choqué, mais ça t'a un peu embêté. Ça m'a surpris. Voilà, surpris de lire ça vraiment, et de l'entendre. Voilà. Si on est là pour donner des petits détails sur tout ce qui nous a choqué, il y en a quelques-uns, mais qui ne gênent pas en soi au final quand on regarde un épisode complet. C'est juste que ça me saute aux yeux à moi, mais peut-être pas à vous. Voilà. Est-ce qu'on peut citer, vu que tu as fait des notes, les adaptateurs de cet épisode 1 pour la direction artistique, c'est-à-dire celle qui est là pour guider les comédiens qui vont doubler cette série. C'est Claire Guyot. Mais Claire Guyot, on l'a connue pour Buffy contre les vampires. Voilà, c'est la voix de Buffy, tout simplement. Ça parlera à plus de monde. Voilà, effectivement. Au contraire du téléfilm qui avait fait aller versus avec Lupin, qui était dirigé par Christophe Lemoine et qu'il y a eu beaucoup de déçus par rapport à cette direction qui avait été faite. Donc là, Claire Guyot, pour toi, elle a fait déjà du bon taf sur ce premier épisode
dans la direction Non, des les acteurs. voix, je trouve que les voix sont plutôt bien choisies. Ça m'a pas gêné. C'est des voix jeunes. Ça correspond bien au personnage. Franchement, non. Après, on peut toujours regretter de ne pas avoir, nous les anciens, les comédiennes de l'époque, ce que j'entends. Mais je pense, à mon avis, que la grosse différence entre le doublage d'époque, le fait qu'on aime le doublage d'époque et le doublage d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la même adaptation, puisqu'à l'époque, on avait une adaptation un peu plus Jones de l'époque, avec des mots d'argot qu'on utilisait à l'époque et qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui. C'est très fun à écouter, hein. C'est vrai que l'adaptation de la version française, elle a marqué les gens parce qu'on n'avait pas forcément à cause des voix, mais à cause de son adaptation qui était très marquée par de l'argot de tous les jours qu'on emploie dans la rue. Voilà, et non pas quelque chose de plutôt littéral. Donc, Surtout, c'est qu'elles ont maintenant un certain âge, tout comme le cast VO a été changé aussi. Oui. Hein. Je ne pense pas que... Parce qu'à part les avoir réentendus dans un des derniers films de City Hunter, c'est juste pour un court passage. Est-ce qu'elles auraient été capables de faire toute une saison de 12 épisodes, sachant l'âge qu'elles ont maintenant et qu'ils sont peut-être passés à autre chose, voilà, qu'elles sont un peu moins dans le métier, on les entend un peu moins. Voilà, donc pour moi aussi, je suis pas... Voilà, les voix très bien choisies, que ce soit pour Tam, Alexia et Cilia, tout comme Quentin qui... et aussi la voix d'Actarus dans le dernier Goldorak Ranma. Et de Ranma dans la nouvelle adaptation par Netflix. Tout à fait, effectivement. Et on peut dire aussi que l'adaptation est faite par un couple qui se nomme Estelle Rock et Frédéric Rock. Non, je crois que c'est plutôt un frère et sœur, il me semble, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est sûr, parce qu'à un moment donné, t'as dit... Non, c'est madame. Non, excuse-moi, oui, c'est voilà. madame. C'est ce que je voulais dire. S'il appelle madame sa sœur, il y a un problème. Non, c'est madame, excusez-moi, c'est moi qui... voilà. On enregistre ça tard le soir, fatigué, une journée de travail, vous savez ce que c'est. Surtout, voilà. C'est que je suis content qu'ils diffusent ça le vendredi. Moi, je suis content, ça te permet de sortir la vidéo assez rapidement et pas attendre... Tout de suite. Je vais essayer de la sortir assez rapidement, j'ai pas encore choisi... Le jour, ça sera peut-être dimanche, peut-être lundi, ça dépend de mon week-end. Mais on va essayer de sortir ça rapidement je rappelle que là, on va avoir que les 6 premiers épisodes à partir depuis le 26 septembre jusqu'à la fin octobre. Et après, il y a une pause et ça revient au mois de décembre jusqu'à fin janvier. Ça m'arrange, ça m'évite de faire 12 semaines d'enregistrement. Sachant, il faut dire aussi, je rajoute une petite chose, c'est que j'ai regardé dans les cartons à la fin de plusieurs pays qui apparaissaient. De temps en temps, c'était Disney. En fait, c'était Disney, le studio Disney qui faisait le doublage. Enfin, il y avait le nom Disney. Est-ce qu'on peut expliquer le terme carton pour ceux qui ne connaîtraient pas le carton, c'est ce qu'on souvent on voit à la fin, crédits. surtout dans les streamings, Voilà. les crédits de ceux qui ont participé à l'adaptation, au doublage, les comédiens et ainsi de suite. Tout est notifié dans ces cartons finaux. Comme dans les films, à la fin, vous attendez jusqu'à la fin du film au cinéma, vous avez ces cartons qui apparaissent aussi. Voilà, et du coup, dans certains pays, c'est Dubbing Brothers qui fait le doublage. Donc, tu dis que dans les autres pays, c'est Dubbing Brothers qui s'est occupé de l'adaptation, du doublage et tout ça. Et en France, c'est quel studio? Iunos Media Group. Qu'est-ce qu'ils ont doublé, je sais pas, comme un animé, par exemple? Alors, je vais donner quelques titres comme ça. Ils ont fait Tokyo Revengers pour Disney sur la saison 2 et la saison 3. C'est pas la saison 1, hein. Cette saison 1, c'était sur Crunchyroll. Et c'était donc un doublage Crunchy. Et voilà. Ça a changé de main pour du Disney. Et donc, vous verrez, vous voulez voir la saison 1 et la saison 2 et la 3 sur Disney+. Ils ont aussi fait Thermae Romae pour Netflix. C'est une série où un type qui de l'époque romaine arrive dans notre temps à nous et découvre les termes. Voilà. Ouh, c'est vieux ça. Et oui, c'est bien. Oui, c'est vieux, ça date de 2021. C'est Kengan Ashura qui est pour Netflix aussi. Il travaille beaucoup pour Disney, Netflix et Crunchyroll. Ok, d'accord. C'est ce que je vois. Ashura, Ranma 1/2, Médaliste et puis plein de films aussi, 12 séries télé. On va pas faire toute la liste, mais voilà, ça vous parle. Voilà, vous voyez quel studio s'est occupé du doublage et du sous-titrage pour cette nouvelle adaptation de Cat's Eye. Est-ce que tu veux relever des points? Vu que tu as fait des notes, c'est toi qui fais le conducteur, moi j'ai rien. Oui. Alors, je vais vous parler déjà de la VO sous-titrée, enfin la version originale sous-titrée français, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette VO? Voilà. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des erreurs pour moi, ou un choix d'adaptation plutôt maladroit. Il y a eu un exemple d'ailleurs dans la VOS, quand on met la VF, on voit qu'ils disent par exemple que Quentin ou Toshio dit les cats. Quand ils essaient de s'enfuir justement vers le début de la série, il va dire les chats. Voilà, dans la VO sous-titrée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux aussi vous dire que dans la VO, les personnages principaux
et qui sont présents dans la série originale gardent leur nom français. Donc Quentin, Tam ou Tamara, voilà, Alex gardent leur nom français. On a vu qu'il y aurait aussi Asatani qui va garder son nom. Asaya, Odile Asaya, normalement, dans la première. Odile Asaya, excusez-moi. Donc elle garde une partie de son nom, il me semble, malgré tout, voilà. Après, est-ce qu'ils vont réutiliser Odile? Je suis pas sûr. Odile de Ré, peut-être comme le film des nuls. Justement, est-ce qu'ils veulent pas éviter ce genre de choses Je sais pas. Peut-être qu'ils vont le garder, on verra bien. Mais c'est ce que je disais. Donc en fait, la problématique, c'est que les personnages que l'on connaît dans une VF, ils gardent leur nom VF dans la VO sous-titrée. Ouais. Donc là, ça rappelle. Et dans les nouveaux, notamment les collègues de Toshio Quentin et le rat, le célèbre rat, maintenant c'est de savoir. Enfin, pour le rat, on verra quel nom ils vont garder, soit sur la version japonaise, ou peut-être qu'ils vont faire une francisation, comme on faisait à la bonne époque AB. Non, j'y crois pas. T'y crois pas? Donc non. Déjà, si Takeshi et Takeshi gardent leur nom japonais, c'est qu'ils sont pas embêtés à mettre des noms français. Ils ont vraiment pris comme City Hunter. Tu as le rat, tu as Nicky Larson, tu vas voir les noms des. Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, c'est la fatigue. Mais enfin, tu as les noms français qui apparaissent dans la série City Hunter, même dans la Hélène, voilà. Mibuzo Falcon. Même dans la VO, t'as leur nom français. Voilà, ils ont fait comme sur Netflix. Et ça c'est un truc que j'avais relevé quand j'ai partagé la bande-annonce en français. Eh bien, alors est-ce que c'est une demande de Tsukasa Ojo? Parce qu'il a aussi son droit de... Si, j'ai lu une interview que j'ai pas partagée encore. Il a vu cette nouvelle adaptation. Comme en France, il a dit gardez les noms, parce que on rappelle le cas Katem Tsubasa alias Olive et Tom. Toutes les nouvelles adaptations, ils sont tous, on est d'accord, leurs noms originaux. Ils ont gardé leur nom japonais. Voilà. Par contre, Nicky Larson, à part l'époque où Daibex avait sorti, Aka Video plutôt, avait fait une adaptation de Service Secret qui avait donc les noms originaux. Après, quand c'est passé chez Daibex et tout, c'est revenu sur la VF de l'époque AB Productions, et depuis toutes les productions qui sortent autour de City Hunter, c'est comme le film live qui a eu sur Netflix. Et personnellement, moi, je ne comprends pas. Ils auraient dû faire deux. Je l'avais dit à l'époque. Ils auraient dû faire deux sous-titrages. Une pour les nostalgiques et une pour les puristes. Donc, est-ce que moi, c'est la question que je me pose et qui m'a été confirmée par une interview. Voilà, je la pose même pas, j'ai la réponse. Je pense que c'est une c'est la demande de Tsukasa Ojo qui a voulu faire pareil pour City Hunter Nicky Larson. On rappelle que sur Disney+, nous, c'est signé Cat's Eye, c'est pas Cat's Eye, c'est signé Cat's Eye. Donc, c'est le titre VF qu'on a aussi. Donc, voilà. Après... Est-ce que tu as un avis à donner sur ce que je viens de dire? Moi, j'ai un avis parce que déjà pour City Hunter, en fait pour Service Secret, c'est que les gens avaient gueulé parce qu'ils n'avaient pas mis les noms VF. Donc, mais ça, on rappelle que ça date de 99, 97, 99. Ouais. Hein. Il y a longtemps. Maintenant, je pense que la pratique, c'est quand il y a une série qui existe, on met les noms français quand on peut. Et par contre, moi, là où je comprends pas, effectivement, je suis comme toi, c'est que autant la VF, c'est normal, entre guillemets, c'est pour les puristes de la VF, même si c'est pas les mêmes voix d'époque, encore une fois, parce que City Hunter, c'est un peu à part, Nicky Larson, là, il est toujours là, Vincent Roupion, donc il n'y a pas de problème. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. Et dans la Cat's Eye, par contre, c'est un peu plus vieux, quand même vraiment beaucoup plus vieux que la diffusion de City Hunter en France, donc c'est un peu plus compliqué, et je pense qu'ils auraient dû faire comme tu l'as dit, d'avoir au moins pour la VO de garder les noms japonais. Ah oui. Parce que ceux qui regardent en VO, c'est pour garder de la VO, c'est-à-dire les versions originales en doublé japonais avec les noms japonais. Je ne comprends pas cette bêtise, pour moi qui est une énorme bêtise, pour pas dire un mot plus vulgaire, d'aller à l'encontre de ce que les gens regardent en VO par rapport à ceux qui regardent en VF. Que cette nouvelle adaptation est à destination d'un nouveau public, en plus des fans. Des vieux comme nous, des boomers comme nous. Mais c'est pas des nous qui vont faire peut-être le gros de l'audience. Voilà. Donc s'ils veulent que ça marche, ils auraient dû garder justement dans la VO sous-titrée les noms originaux, parce que forcément ça revient tout le temps au devant de la scène dès qu'il y a un truc qui font mal. Et j'ai l'impression, enfin je parle en général, ils persévèrent à chaque fois. Ils y vont. Faites, je sais pas, deux versions. Aujourd'hui, on peut faire plusieurs versions, enfin plusieurs sous-titres. On peut sélectionner. Vous mettez un nom nostalgique, puriste, machin, et puis voilà. Tout le monde sera content. Après, je pense que ça demande un peu plus de pognon, peut-être, pour faire ce genre de choses et plus de travail, je sais pas. Donc je te laisse continuer. Moi,
Oui, et en fait, pour conclure ce que tu viens de dire, il y a qu'une seule réponse à donner à tout ce que tu as dit, c'est que s'il persévère, il faut qu'il retourne chez l'opticien. Voilà, on va passer à la suite. Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il allait dire quelque chose de sérieux, mais pas du tout. Désolé, je t'ai entendu, Mais ça m'est oui. venu à l'esprit. Bon, bah, de toute façon, c'est une demande de Hojo. Il a voulu appliquer la même chose, et peut-être aussi par rapport à la version live de Cat's Eye que nous avons eu en série française, qui, donc, là, je le rappelle, hein, je vous renvoie sur les reviews que nous avons fait des 8 premiers épisodes de la saison 1 de Cat's Eye qui nous présentaient nos Cat's Eye françaises. Bon, bah, Disney s'est dit, bon, on va faire pareil à la demande d'Hojo, voilà. Après, je me suis peut-être dit aussi que s'il laissait Tamara par moment, c'était pour la prononciation. Ouais, Hitomi. Hitomi Tamara. Vous voyez, c'est un peu... et dans une adaptation plutôt très légère de l'ancienne série, il pouvait s'amuser à faire « Oh ouais, Tamara !» Non, on est très strict sur la manière de prononcer les choses. Donc je pense en soi que c'est le côté strict actuel du doublage, que ce soit japonais ou pas, qui fait qu'on ne peut pas trop s'écarter comme il le faisait à l'époque, surtout sur le doublage, qui était fun, mais qui était inexistant par rapport à la VF, hein, la VO. La VO était quand même largement en dessous, franchement, quand on regarde la VO et la VF. On revient rapidement vers la VF, pour la série de l'époque, j'entends. D'accord. Il peut y avoir des grosses différences, hein, encore une fois, entre l'adaptation de l'époque, forcément. On parle d'adaptation, oui, mais dans la manière d'écouter, de suivre une série, quel plaisir de regarder en VF. D'accord, donc oui, puis oui, de toute façon, les Japonais sont sont plus présents maintenant par rapport à l'époque. Il n'y a plus de n'importe quoi, et tant mieux. Mais bon, c'est dommage de faire ce genre de choix. Après, si c'est la demande de l'auteur original, bon, c'est comme ça. Voilà, donc on va passer. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, donc j'ai marqué très bon casting. Donc du coup, même si on regarde que le ton et les voix d'époque ne soient donc plus là, malgré tout, on peut toujours regretter. Voilà, l'adaptation pour la version française est vraiment réussie par rapport à la version sous-titrée. Voilà, encore une fois, il y a des grosses différences. C'est normal, en sous-titrage, on est obligé de raccourcir aussi souvent. Mais des fois, tu te dis, mais attends, en VF, c'était largement mieux. Là. Tu pouvais le mettre, hein, ça rentrait dans la case. Hein. De temps en temps, donc, ils gardent Tamara, mais le plus souvent, c'est Tam, Alex et Cilia. Ils font parfois un petit trait d'humour non présent dans la VO, ou tout du moins dans l'adaptation pour le sous-titrage. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que c'est un rajout. C'est même pas dans la VO. J'ai eu cette sensation-là, vu que j'ai regardé en VF et pas en VO, pour me redire, ah oui, ce moment-là, il existe dans la VO aussi. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un petit jeu de mots rapide qui a été rajouté. Tu vois, une petite rigolade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau du doublage, et on va passer aux personnages secondaires. Donc je suppose que tu vas aborder les personnages qui n'existaient pas dans la première série animée. Oui, bah pour l'instant Takeshi et Takeshi. Voilà. Takeshi. Je tiens à rappeler qu'à juste avant, il m'a demandé comment il s'appelle l'autre. Takeshi et Takeshi. On dirait un duo de comiques. Et c'était une inspiration de Hojo, d'un duo de comiques de l'époque, ça ne m'étonnerait pas. Donc pour les différencier, t'as un qui a les cheveux longs et t'as un autre qui a des lunettes de soleil. Voilà. Et même, tu peux même dire, il a les cheveux longs et il est petit, et l'autre il a les cheveux courts et il porte des lunettes, il est très grand. La différence de taille est Par contre, pour des policiers, ils sont un peu vas-y, je suis Magnum, avec l'autre là, sa chemise. Et l'autre, je suis à la cool, je suis Baba cool, quoi. Enfin bref, il y a que Toshio qui sort du lot. Ouais. Même pour vous dire, je crois, si je me gourre pas, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais quand j'ai vu arriver, alors je sais plus quel est Takeshi, je crois que c'est Takeshi qui est le grand. Il me semble que c'est Takeshi qui est le très grand. Et il ressemble, si vous connaissez Martin Mystère, la série qui était sur M6 et qui était doublée par Ronald Regnault, je crois. Non, c'est Alexis Thomasian qui faisait. Oui, Alexis Thomasian. Qui faisait Martin Mystère. J'ai l'impression que c'est le même. La même chemise à les cheveux un peu comme ça, blond. Et pourtant, il a été créé avant. Eh oui, ouais. Bien avant. C'était une inspiration de l'équipe de Martin Mystère. Ça se trouve, on sait pas. Mais en tous les cas, de mon souvenir du manga, parce que c'est un petit moment que je l'ai pas lu, il me semblait pas être aussi stupide. Alors, c'est peut-être pour le premier épisode, mais ils sont vraiment pas présentés. Ils sont là juste pour être là. Vraiment, dans ce premier épisode, ils ont un rôle juste dans le très secondaire. Dans le premier chapitre, ils apparaissent pas du tout, en fait. Oui, ils arrivent plus tard. Ils sont mutés ou un truc comme ça, il me semble. Là, on voit qu'il y a eu du rush. Voilà, ils ont mis des personnages qui ne devaient pas se présenter. Enfin, apparaître dans ce premier chapitre, parce qu'on le rappelle que là c'est l'adaptation du premier chapitre du manga. On a vu aussi en personnage secondaire le fameux commissaire Bruno. Voilà. Très loin.
Mais de très loin. De très loin. Voilà, on le voit, on l'a pas vu près. Ouais, de très loin. Donc voilà pour les personnages secondaires, on va dire inédits à la première série animée. Et surtout, ils sont, si je peux me permettre, au moins que ce soit un point que tu voulais voir plus tard, c'est que j'ai trouvé leur chara design horriblement lisse. C'est-à-dire, parfois ils avaient pas de cou, parfois le visage était complètement plat. C'était, ils se sont vraiment pas réussis pour moi. Par rapport à Toshio, quand tu as Toshio et les deux autres sont à côté, en haut la nuit. C'est comme si un autre avait dessiné à côté. Voilà, ça fait bizarre dès qu'il soit aussi délaissé. Voilà. En tout cas, j'ai vu à un moment donné dans les crédits, à la fin de l'épisode, j'ai vu que dans la production, en plus de Liden Film aussi, qui est le studio qui a produit, il y avait du JC Staff aussi. J'ai vu passer ça. Après, j'ai pas. C'est écrit tout en japonais, donc je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé. Peut-être que ça peut expliquer le petit point que tu relèves sur ces deux personnages secondaires inédits qui sont enfin présents dans cette deuxième adaptation de la série. Parce que parfois il y a même des plans qui sont vraiment pas beaux. Où on voit les trois filles réunies, mais elles ont le visage complètement défait. Je me rappelle plus à un moment, elles sont réunies à trois dans un bureau et elles ont les membres qui sont pas vrais. C'est un peu pas de loin. Elles sont pas très loin. Elles sont légèrement un peu plus éloignées qu'être très près. Ce qui fait que le dessin il est très allégé entre guillemets. Pour connaître de nom et de loin, voilà, moi j'ai l'impression qu'ils ont appliqué le chara design de Tokyo Revengers sur les Cat's Eye et ça ne se marie pas du tout parce que tout le monde voulait un trait proche de Hojo, mais je rappelle que à part les premières séries qui ont été adaptées, que ce soit Cat's Eye et City Hunter, et ça dépend des saisons de City Hunter, dans les derniers films, le trait de Hojo, ils ont vraiment du mal. Les animateurs, alors est-ce que ils trouvent pas les bonnes personnes pour faire ce genre de choses? Et pourtant, ils pourraient trouver, parce que sur Twitter, alias X, j'en vois tellement des gens qui imitent le style de Hojo qui pourraient avoir leur place dans l'animation pour des films futurs, enfin pour les films qui sont produits. Mais bon, pour moi c'est d'ailleurs à ce sujet. Pour moi c'est le mélange de Tokyo Revenger sur Cat's Eye, mais ça colle pas, ou l'horrible Angel Heart qu'il y a eu sur les premiers épisodes. Ça fait bobo quand on voit le Ryo Saiba qu'on a vu dans les premiers épisodes avant de les retake pour les DVD. Waouh, ça fait mal au Kokoro. Voilà, donc tu voulais me poser une question. Oui, est-ce que tu as regardé depuis le Angel Dust en DVD, Blu-ray ou quoi que ce soit? Est-ce que t'as regardé? Alors voilà, c'est ça que tu devrais faire, parce que je pense que tu auras peut-être une autre appréciation, parce qu'il me semble de mémoire qu'ils ont quand même retouché aussi le film. Parce que c'est souvent que malheureusement, des fois, ils sortent un film alors qu'il n'est pas tout à fait terminé. C'est comme les séries télé quand elles sont sur Crunchyroll, il y a des finitions qui ne sont pas faites, et qu'on retrouve après ces finitions dans leur version Blu-ray, DVD. Mais est-ce que c'est pas un scandale ça, monsieur? J'ai l'impression que ce qui se passe dans le jeu vidéo s'applique à l'animation. Vas-y, on vous fout un DLC en plus. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est que les films ils ont une date de sortie et ils ont toujours un peu de retard et ça arrive qu'un film ils devraient prendre leur temps. Les gens prenaient votre temps pour faire les choses bien. Mettez 5 ans, j'en sais rien, mais faites les choses bien, je sais pas. Donc voilà, on était sur les personnages secondaires et tout. On va passer à la musique. J'ai envie d'entendre de la musique. On va revenir sur les thèmes, les songs, les musiques qui accompagnent l'épisode. La prestation de Ado, ça soit pour Magic ou Cat's Eye, et notamment le fameux ending qui est un petit bijou d'animation, on va dire, où on voit une préparation d'un vol, point de vue de Hitomi Tam. Donc, je dirais même mieux, c'est même pas juste la préparation d'un vol, c'est la vie de tous les jours de Hitomi dans une journée avec Hitomi. Voilà. C'est comme ça que je l'avais partagé sur mes réseaux suite à un tweet du compte officiel de la série animée Cat's Eye. Donc, toi qui es spécialiste des musiques, des animés japonais, qu'as-tu pensé des thèmes utilisés dans ce premier épisode? Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, donc déjà le compositeur c'est Yuki Hayashi. Yuki Hayashi, on le connaît pour My Hero Academia. On le connaît aussi pour Dragon Quest Dai no Daboken, donc Fly, dans sa version 2020. Quand c'est arrivé sur Crunchyroll. C'est pour moi. Alors moi, je vous lis ce que j'ai écrit. J'ai pris des notes en fait. Du coup, en même temps. Donc, excusez-moi. C'est pour ça qu'il regarde en bas. C'est pour ça qu'il regarde en bas. Vous inquiétez pas. J'ai monté mon téléphone. Voilà, parce que j'ai noté sur mon téléphone. Donc Yuki Hayashi ne fait pas rêver avec son soundtrack qui est plutôt passe-partout. Voilà.
quand on connaît l'animé, on regrette constamment les musiques de Kazuo Otani. Et donc la première personne à avoir composé les musiques de la première série animée. Qui était beaucoup plus orchestrale et mettait une certaine pression avec ses arrangements influencés par des séries américaines, parce qu'il était très influencé par les séries américaines comme Magnum ou Starsky et Hutch. Tu ressens les mêmes types de musique en fait en fond, avec sa touche des années 80 quand même en plus malgré tout, avec beaucoup de morceaux qui créaient donc une atmosphère de suspense, qui était plutôt sophistiquée aussi musicalement, parfois sensuelle, parfaitement adaptée au thème des trois sœurs voleuses. On y avait des cuivres, des trompettes, de la guitare électrique, du saxophone. Je dis pas qu'il faut revenir à une musique des années 80, que ça reste dans les années 80, mais on était sur des musiques qu'on n'oublie pas. Et celles-ci, je trouve pour l'instant qu'elles sont passe-partout, comme je l'ai dit. Mais j'ai marqué, mais attention, Hayashi est capable aussi d'offrir de très bonne musique, à l'instar de Dragon Quest, qui au tout début, et je m'en rappelle, je crois qu'on avait parlé, à l'époque, on faisait un truc différent, n'avait pas de musique exceptionnelle. Autant même d'ailleurs l'animé, les premiers épisodes n'étaient pas top, voilà. Et les musiques, non. Et il faisait aussi regretter les musiques de Sugiyama, les compositeurs des musiques de Dragon Quest. Mais ça s'est révélé petit à petit être de très haut niveau. Et la musique est devenue de plus en plus géniale dans Dragon Quest. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, même My Hero Academia. Je rappelle que la dernière adaptation de Dragon Quest, alias Fly, qu'on a connu dans le Club Dorothée, il avait 99 épisodes pour faire de bons thèmes. Mais là, on a 12 épisodes. Il va falloir qu'il... Bah oui, alors est-ce que c'est l'épisode 1 qui donne pas le reflet des événements qui peuvent arriver plus tard? Parce que je pense qu'on va avoir des fois des confrontations avec des vrais méchants. Rappelle-toi, il y a un Yakuza qui protège aussi un tableau, avec le fameux cimetière devant, je te rappelle, avec le fameux cimetière. Il y a des gens méchants qu'ils vont devoir affronter. Peut-être qu'on verra Lupin. Sur ces 12 ces 12 épisodes qui vont être diffusés, jusqu'à où ça va adapter le manga, sachant qu'ils ont fait ils ont réarrangé, hein, ça colle pas parfaitement au chapitre. Hein. Il y a des choses comme les deux personnages secondaires qu'on a parlé juste avant, ils sont déjà présents dans le premier épisode alors qu'ils arrivent beaucoup plus tard dans le manga. Donc voilà. Donc pour les musiques. Ça augure des saisons 1, 2, 3, je pense qu'il va y avoir plusieurs saisons. C'est pas. Ah bah si leur objectif c'est d'adapter pour l'intégralité du manga Cat's Eye, quand vous voulez pour City Hunter les gars, je ne demande que ça. Les gars, faut le faire. Hein. C'est ce que tout le monde attend. Donnez-nous du travail, allez-y. Certes, vous faites le dernier arc en film, mais vous êtes parti sur autre chose. Est-ce que vous allez raccorder sur le second qui doit être annoncé prochainement, hein, avec les annonces qui sont tombées, hein, coucou, le jeu vidéo, je m'y attendais pas du tout. Enfin bref, je dérive. Nous sommes là pour parler de Cat's Eye. Donc, on verra. Jusqu'à où ils vont déjà, voilà, on sera fixé et on fera même un bilan à la fin de la diffusion de cette première saison, et surtout s'il y aura une saison 2 selon succès aussi, attention. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc pour les theme songs, tu as donné ton avis, moi je te rejoins là-dessus, parce que je préfère ce qui a été fait dans la première série animée. Et maintenant on va parler de la prestation de Ado, une grande chanteuse qu'on voit un peu partout, un peu trop je trouve. Ils sont en train de l'essorer comme d'habitude. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, on l'entend partout. Mais elle a fait une très bonne reprise. Là, je vais aller directement sur l'ending qui sert, donc le fameux Cat's Eye repris par Ado et qui à l'origine était Henry ou Henry, c'est comme vous voulez, c'est comme napolitaine. Vous choisissez la prononciation que j'utilise. Bah écoute, on va parler même de la qualité visuelle, l'animation qui accompagne, parce qu'on avait que la musique qui avait été partagée quelques semaines avant et qu'on avait eu lors de la bande-annonce. Et là, on a eu un visuel où c'est un style graphique différent qui représente le trio Cat's Eye et le fameux Toshio Quentin. Toi, déjà, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, j'ai pas retenu le nom, parce que Katsuka, donc, qui est un site qui parle d'animation, du coup, a mis en ligne aussi cette vidéo en expliquant qu'il y avait un animateur très précis qui a travaillé sur ce ending. Pas le nom, parce que c'était un nom que je ne connaissais pas. C'est un pseudo en fait, surtout. C'est pas un vrai nom japonais, c'est un pseudo. Donc, ce clip vidéo, cet ending qui accompagne la nouvelle sonorité de Cat's Eye, à l'origine chantée par Henry, eh bien, c'est réalisé par Mimikry Meta ou Mimikry Meta, qui est donc à l'origine de ce style graphique particulier, mais qui est sympathique. Donc je te laisse répondre à nouveau sur cette qualité graphique. Alors déjà, premièrement,
Ado, très très bonne chanson, je le dis moi aussi, très très bonne chanson, j'ai beaucoup apprécié, on l'avait entendu déjà dans la première fois qu'on avait entendu le titre, et la musique est de Yuki Hayashi aussi, toujours pareil, c'est lui à qui on doit l'arrangement qu'on entend dans la nouvelle chanson, dans la nouvelle reprise de Katsai, effectivement, très 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 chouette version, exactement, et c'est vrai que le ending, en termes d'animation, j'aime beaucoup le fait qu'on prenne la base vers le tout début de la journée de Hitomi, le fait qu'elle écrit son petit signe 4 size là, et puis elle voit qu'il y a Toshio qui rentre. On voit même tourner elle cache la main. Pour faire le café là. Oui. Il y a ça. Moins fan par contre quand on voit les personnages. C'est un style graphique très différent. Je dis pas que c'est moche, mais c'est que ça, sur le coup, on s'y attend pas. Mais ça me gêne pas. Moi, j'ai un passage préféré dans cet ending, c'est quand elle se change. Nous voyons un peu de sensualité. C'est de la sensualité sans exagération. C'est-à-dire qu'on voit rien, d'accord? C'est juste sensuel, c'est ne pas forcément voir. C'est quelque chose de plutôt, même en dessous. Oui, juste sensuel. J'allais dire un autre mot, donc je vais pas le dire. Mais oui, attention, Gemini, IA. On ne voit rien. C'est juste, je fais ça. On voit un bout de peau, et puis après elle change. On voit la jambe où elle descend. Voilà. Bah, sa tenue de tenancière de. Ça n'a rien à voir avec l'opening des années 80. Le deuxième opening. Voilà, qui avait été censuré chez nous. Et pas au début. On rappelle, l'opening n'avait pas été censuré au tout départ. C'est la troisième fois qu'ils ont. Voilà. Et allez chercher les vidéos de ces fameux sans censure. Et celui qui les a sur VHS, tu devrais les partager, les gars. Voilà. Donc oui, tout en sensualité, ce passage où elle passe de sa vie de jour tenancière d'un café à la vie de voleuse de nuit. Très sympathique. J'ai bien aimé. Ça d'ailleurs, c'est que quand elle sort de chez elle, elle prend ses clés et elle touche un peu de manière très comme ça, très sensuellement aussi, encore une fois, la photo. Une photo où elle et Quentin, donc Toshio, posent dessus quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Ils étaient vraiment lycéens, un peu plus, 16-17 ans, pas plus. Voilà. C'était la belle époque, entre guillemets. Voilà. Alors que maintenant, elle s'en amuse avec ce petit. Quentin le fait tourner en bourrique. Sachant que je sais pas si tu remarques, après je pense que Tsukasa Ojo a un peu changé la manière de travailler avec ses personnages, mais c'est vrai que dans le manga, c'est plus on utilise Toshio, je me moque de lui. Pas comme si elle n'était pas amoureuse de lui, tu vois, c'était vraiment un peu cette impression-là. Et au final, elle est vraiment amoureuse de lui. Alors je pense que ça a été écrit maladroitement par Tsukasa Ojo à l'époque, ce qui fait que c'est très ambigu. Sa première vraie oui, bien sûr. Surtout que lui, il voulait, en fait, pour ceux qui connaissent sa biographie, et je t'invite à lire cette biographie que tu as déclarée dans la live, je l'ai toujours pas lue. Sur un TikTok qu'il a fait il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Mais c'est très instructif. En fait, c'est sa première vraie œuvre, mais lui, ce qu'il voulait, c'était avoir des sous-sous, ces fameux prix qu'on remporte quand on fait les concours de manga. Lui, c'était pour s'acheter, parce qu'à la base, lui, il voulait être réalisateur de films, pas être mangaka. C'est par défaut qu'il est devenu mangaka, et tant mieux. Il nous a offert de belles choses, mais et c'est pour ça qu'il a toujours ce style cinématographique dans ses cases, dans ses planches, dans ses chapitres. Il a sa mise en scène et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est... Et ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis là, c'est pour gagner de l'argent, machin. C'est pareil pour Akira Toriyama. C'est pour gagner de l'argent. N'est-ce pas, ces génies-là? Il faisait pas du manga, voilà. Il était dans la pub, il dit tiens, pour gagner de ma vie, je vais peut-être essayer de faire un manga. Oui, parce que Akira Toriyama, pour ceux qui ne le savent pas, il était dans la publicité avant. Et oui. Mais c'était quelqu'un de très... j'ai un poil dans la main, mais j'ai du talent, j'ai du génie, et qui a été décelé par leur fameux Tanto. Et puis ça nous a donné ceci. On rappelle qu'ils sont kiff-kiff, Dragon Ball et Tsukasa Ojo, enfin City Hunter, en termes de 40 ans pour Dragon Ball l'année d'avant, et City Hunter cette année, 40 ans. Donc oui, mais n'est-ce pas là un exemple à suivre? C'est-à-dire, je fais ça pour gagner du pognon, et puis en fait... J'ai un don particulier. Donc revenons sur cette adaptation. Ado. Donc musicalité très bien. Cette reprise générique, évidemment, c'était refait version moderne, quoi. 2025, tout simplement. 2025. Voilà. Et n'oublions pas l'opening, malgré tout, même si on n'a pas vu d'image d'opening, on a entendu la chanson. Et qu'on entendait dans la bande-annonce aussi, Magic. Plus très ado. Ouais. Alors très ado, c'est-à-dire ado, chanteuse. Voilà. Nom ado. Voilà.
Quelle idée de saper Ado. Qui pour moi est sympathique, mais ne relève pas ce qu'elle peut faire de mieux. Encore une fois, malheureusement, je trouve, de mon point de vue, sur ce que j'ai pu entendre. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, j'ai tenté d'entendre la chanson, j'ai pas réussi. Mais elles sont dans le café, il y a une chanson en fond qui passait. Ah, j'ai pas vu gaffe. Je me demandais si c'était Ado qui chantait ou pas. Là, j'étais sur la VF, donc des fois, le mixage de la VF fait qu'on ça supprime un peu, tu vois, les arrière-plans pour mieux entendre. Donc, il faudra que je regarde en VO pour me dire, est-ce que c'est une chanteuse connue, est-ce que c'est Ado qui chante aussi encore sur une troisième chanson, peut-être Image Album qu'on trouvera dans le CD Soundtrack quand ça sort. On va revenir sur quelques moments de cet épisode. Moi, j'en ai un. C'est cette fameuse oh, Cat's Eye, c'est une femme. Parce que il a parce que il découvre, voilà, et que on voit après quand il raconte cette histoire au café Cat's Eye, on voit cette petite pas la jalousie de Tam Hitomi, mais comme c'était elle et qu'apparemment c'était ils sont inspirés surtout la fameuse gymnaste qui faisait enfin bref, un plan machiavélique incroyable. En tout cas, c'est ça. Voilà, ils ont. Et après, il y a eu un autre moment qui, pour moi, bon, on voit encore que c'est de la CGI qui est utilisée, c'est la voiture. La voiture, j'étais sûr. Quand ils vont rejoindre le meilleur ami de leur père. Est-ce que tu as des moments particuliers à partager avant de conclure? Comme ça de mémoire. Après, je pense que le plus intéressant, c'est le début, c'est l'introduction, parce qu'on voit on voit qu'on actualise un peu les Cat's Eye, puisqu'elles ont carrément des lunettes spéciales pour voir les lasers, technologie moderne qui rentre dans l'animé pour la mettre au goût du jour, ce qui est normal. Hein. Ça ne détonne pas. Par contre, tu vois, leur voiture, justement, c'est pratiquement, je dirais, celle de l'animé d'origine. Je sais plus dans le manga s'ils ont la même voiture. Parce que dans l'animé, elle est blanche, là, elle est jaune. Vous savez, leur Porsche, ils ont une Porsche, une Lamborghini, je sais plus ce que c'est comme voiture. J'ai plus le nom. Et elle était blanche, et là, elle est jaune. Ça se voit un peu plus dans le noir. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est la même voiture de loin, en fait. Je peux me tromper, mais j'avais juste cette impression-là. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est l'introduction. J'ai trouvé ça sympa de les voir un peu en mouvement et puis de tromper tout le monde. Après, je t'avoue que sur un premier épisode, il y a rien qui m'a bien choqué, je me dis tiens, c'est génial, tu vois. Eh bien, il est temps de conclure pour cette review qui est un peu décousue. Veuillez nous en excuser parce que je n'ai pas fait le taf qu'il faut. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je fais un conducteur. Mais heureusement qu'il a fait des notes. Voilà, donc un bon premier épisode qui donne envie de voir la suite et surtout de voir enfin dans une animation moderne, enfin dans une première adaptation, le fameux personnage du rat qui, je rappelle, a inspiré le fameux Ryo Saeba par la suite à Hojo pour faire City Hunter. Et il avait levé le doigt. C'est juste pour dire que vous m'avez beaucoup entendu dire, entre guillemets, du mal, mais au-delà du fait d'avoir vu des choses qui ne m'ont pas plu, dans l'intégralité de l'épisode, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. C'est la première chose que j'ai dit à Yann quand j'ai appelé bien avant, quand j'ai vu la VO dans la journée, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'animé. Et puis je l'ai vu après sur un grand écran et non plus sur mon téléphone. Donc j'ai vu plus de choses qui m'ont un peu moins, un petit peu déçu. Mais encore une fois, je retiens le fait que j'ai regardé un épisode très sympa à regarder. Des défauts, il y en a. Dans plein d'animés, de toute façon, il y a des défauts. Là, c'est parce que c'est Cat's Eye qu'on veut absolument pointer des trucs. Mais si on connaît pas Cat's Eye, qu'on regarde l'animé, ça va être très très bien pour vous. Oui, pour ceux qui sont habitués à ce style d'animation, que nous, on a connu un autre style d'animation, forcément, on fait vite la comparaison. Voilà, c'est pour ça. Mais pour les nouveaux regards, forcément, il y en a qui vont peut-être accrocher. Juste petit bémol, c'est l'emploi des noms VF dans la version originale sous-titrée. Et ça, c'est dommage pour eux. Bon, voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 2. Yes. Qu'est-ce que ça sera bizarrement, parce que dans chaque série, dans les séries animées que je connais, t'es un petit teaser qui te mettent ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et là, ça n'a pas été le cas. On verra si ça sera le cas pour l'épisode 2, si ça annoncera l'épisode 3, ou est-ce qu'ils vont rester sur ce qu'ils ont fait sur ce premier épisode. C'est-à-dire, vous attendez la semaine prochaine, comme ça vous oblige à revenir. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on verra dès l'épisode 2 le fameux rat et la future collègue de Toshio Quentin, alias Odile Asaya ou Asatani. Je pense que c'est elle qui va apparaître. Qui va un peu remettre ses petits branleurs au boulot. Parce qu'on rappelle
Ah, on rappelle qu'elle a quand même son petit caractère. Et bah bientôt les Hunters. Je dirais plutôt les Cats.